Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Le grand débat de FA reste au Niger, pays frappé depuis le 26 juillet dernier par un coup d'État. Après avoir donné plusieurs voies de sortie aux poutistes axés sur le dialogue suite au refus de ces derniers, la CEDEAO a décidé d'activer sa force en attente à l'issue de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO tenue le jeudi 10 août à Abuja. Alors, une décision soutenue par l'Union africaine aussi par la France, qui, il faut le rappeler, possède 1500 soldats sur le sol nigérien. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, donc le grand débat de Financial Afrique, va-t-on vers la guerre? Qui va payer la guerre? Monsieur Wade, vous qui êtes l'invité du débat d'aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Financial Afrique et journaliste aussi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dominique, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, je l'ai dit d'entrée, hein, va-t-on vers la guerre? Qui va payer la guerre? Combien va coûter la guerre? Effectivement, c'est une question d'actualité puisqu'hier, il y a eu cette réunion, ce sommet de la CEDEAO qui s'est terminé sur une dizaine de résolutions, mais la plus importante, c'est la réactivation de la force en attente, c'est-à-dire de l'ex-ECOMOG, du groupement d'intervention de la CEDEAO, qui va aller rétablir, selon le communiqué, l'ordre au Niger. Mais non, la question qui est vraiment dont nous nous posons aujourd'hui, en tant que magazine financier, nous voulons vraiment savoir combien va coûter la guerre et qui va payer cette guerre. Voilà, écoutez, jusque-là, on peut dire déjà combien a coûté le coup d'État. Moi, je pense que c'est une question essentielle, puisque quand on voit le gel de la coopération américaine et européenne, c'est ces deux programmes qui font à peu près 2 milliards d'euros. Deuxièmement, si on considère que chaque semaine, le Niger intervient au niveau de l'agence IMO à titre, c'est-à-dire les mécanismes de financement des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, le pays programmait à peu près 30 milliards de francs CFA par semaine, c'est-à-dire 45 millions d'euros. Le 31 juillet, donc, l'émission a été gelée. Le 7 août, l'émission a été gelée. Donc, ça veut dire que à peu près chaque semaine, on a 45 millions de perdus et jusqu'à rétablissement de l'ordre. Troisièmement, il y a la dégradation de la perception qu'ont des investisseurs sur le Niger. Donc, beaucoup de projets vont être en stand-by. Alors, autre élément stratégique et important, c'est le fameux gazoduc qui devait relier le Niger au Bénin et qui devait exporter le pétrole nigérien. Ce gazoduc est, je rappelle, réalisé par une société chinoise. Aujourd'hui, il y a de grosses interrogations sur justement le pétrole nigérien. Donc, c'est pour vous dire, et vous le martelez encore, un coup d'État, c'est un compte d'exploitation irrationnel. Le Niger a perdu beaucoup d'argent sur cet imbroglio. À l'heure où je vous parle, donc, on se dirige vers une autre étape, c'est l'intervention. Combien cela va-t-il coûter? Déjà, s'agissant du Niger, je dis que c'est le pays le plus pauvre de la région. Le PIB par habitant est de 525 $. Donc, c'est un pays extrêmement pauvre qui n'arrive pas déjà à financer l'ensemble de son budget et qui dépend de l'aide extérieure. D'autres pays aussi de la région le sont, mais le cas du Niger est particulier. S'agissant de la CEDEAO, elle a un budget de 400 milliards de francs CFA. Donc, c'est un budget qui sert exclusivement au rétablissement et de la paix, aux missions, à l'approfondissement de l'intégration et à des interventions périodiques pour rétablir des situations difficiles. Alors, combien va coûter la guerre? Je dirais que c'est une question importante parce que certainement la logistique, le transport des troupes demanderait certains sacrifices aux États. D'ores et déjà, on peut dire, selon nos confrères d'Africa Intelligence, dans leur livraison de ce matin, que les États-Unis s'opposeraient à financer une telle intervention. Les États-Unis qui, je le rappelle, comptent 1000 personnes stationnées déjà au Niger, 1000 soldats. La France, 1500 soldats.
Donc, tout est question finalement de diplomatie. Tout est finalement question de diplomatie du côté du Niger. Est-ce que le pays dispose de moyens pour faire face à cette intervention militaire? Alors, pas vraiment. Déjà, quand on sait que l'armée est divisée, parce qu'aujourd'hui, au Niger, vous avez les pro-putsch et les anti-putsch. Donc, on se dirige vers un affrontement qui pourrait être fratricide, puisqu'il y a un conseil de la résistance qui a été institué. Donc, l'armée est extrêmement divisée au Niger. J'ai du mal à voir comment le pays ferait face aux dépenses qui exigent ne serait-ce qu'une guerre défensive, puisque ils seront tentés peut-être de protéger les édifices stratégiques, de protéger Niamey, s'il y avait bien sûr une attaque. Mais je pense que, et hélas, c'est le cas de le dire, le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, compterait plus sur une intervention extérieure qui est extrêmement hypothétique de la Russie, voire même de la Corée du Nord, que plutôt sur leurs propres forces. Alors, donc, par rapport à ce que se profile à l'horizon, on tend vers une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Alors, le président Tebboune, le président algérien, a affirmé le 5 août dernier qu'une intervention militaire est une menace directe pour son pays. Quel impact peut avoir cette intervention sur l'Algérie? Écoutez, il a raison. L'Algérie partage à peu près 1000 kilomètres de frontières avec le Niger. Mais rappelons que le président Abdelmajid Tebboune, le président de l'Algérie, a été le premier, dès le 26 juillet, à condamner le coup d'État et à exiger le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le retour du président Mohamed Bazoum. Maintenant, les inquiétudes sont légitimes quand on sait combien la frontière reliant les deux pays est poreuse et combien les groupes armés, les contrebandiers sont actifs dans la région. Je pense que l'Algérie reste dans ses principes d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel, le retour du président élu, mais tout en attirant l'attention de ses partenaires de la CEDEAO sur le danger qu'il y aurait à faire une intervention militaire. J'ai envie de dire que l'Algérie, d'ailleurs, est beaucoup plus proche des positions de la CEDEAO, puisqu'elle réclame le retour à l'ordre constitutionnel, mais elle s'inquiète justement du coût sécuritaire d'une intervention, surtout quand celle-ci s'avérerait longue. Alors, nous avons posé la problématique de combien va coûter la guerre, mais combien va coûter la non-guerre? Justement, c'est ça la question. Si la CEDEAO fait marche arrière. À mon avis, la question à laquelle, la seule qui va d'ailleurs du point de vue stratégique, c'est combien coûterait la non-intervention, la non-guerre. C'est-à-dire que si tout le monde dit, moi je balaye devant ma porte, c'est mon voisin, je n'interviens pas, je ne m'ingère pas dans les affaires du Niger, c'est-à-dire, c'est la CEDEAO renonce à ses principes, renonce à ses traités, renonce à ses conventions et elle va rapidement s'effondrer parce que après le Niger, ce serait à qui le tour, parce que vous savez, c'est un effet domino depuis 3 ans. On est au 4e coup d'État, 6 coups d'État d'ailleurs, 4e pays, mais 6 coups d'État dans 4 pays, donc c'est extrêmement inquiétant. Et là, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore atteint un niveau d'institutionnalisation très élevé, donc qui seraient menacés directement par les casernes. S'il y a une seule inquiétude, c'est vraiment la non-intervention. Parce que d'aucuns pensent que oui, il faut tout faire pour éviter la guerre, je suis d'accord. Il faut tout faire pour privilégier le dialogue jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, avec tous les moyens, tous les arguments. Si on peut éviter la guerre, tant mieux. Par contre, on ne peut pas tolérer une telle situation parce que c'est un président élu pour un mandat par le peuple nigérien souverain. Il faudrait que ce peuple souverain puisse le sanctionner ou le reconduire lors de la prochaine élection. C'est ça la démocratie. Mais laisser des militaires censés aller au front, censés aller défendre la sécurité de leur pays, laisser ces militaires même retourner les armes contre leurs institutions, à mon avis, il faudrait, le plus vite serait le mieux, il faudrait intervenir. Alors, les putschistes ont déjà mis en garde que si une intervention militaire surgissait,
cela mettrait en danger la sécurité, même l'intégrité physique du président Bazoum ainsi que celle de sa famille. Alors, comment réagir face à ces propos? Oui, il y a des paramètres à prendre en compte par ceux qui sont chargés justement de conduire cette guerre. Et parmi ces paramètres, il y a une prise d'otage. Ce n'est pas nouveau. Une prise d'otage d'un président, de sa famille, de ses proches, et en même temps un emprisonnement de plusieurs ministres à l'intérieur du pays. Donc, visiblement, les militaires putschistes font du président Bazoum un bouclier contre toute intervention. Mais ça, on l'a vu un peu partout dans le monde. Je pense que cela ne va pas dissuader la CEDEAO d'intervenir, mais il faut tout pour préserver la vie du président Bazoum. Et de toute façon, comme ils l'ont réitéré, les militaires sont comptables de sa vie, de sa sécurité. Alors, la CEDEAO persiste, les putschistes insistent qu'ils ne vont pas fléchir. Et si une solution pacifique n'est pas trouvée, va-t-on vers une sortie du Niger, du Burkina, du Mali, des pays qui soutiennent les putschistes de la CEDEAO? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, les pays que vous venez de citer sont vraiment des accusés. La CEDEAO a des principes, a des règles, a des éléments de convergence qui sont très forts, aussi bien des convergences économiques, mais aussi institutionnelles, qui sont décidées d'un commun accord par tous les pays membres. Donc aujourd'hui, le Mali, par exemple, est en sursis, puisque un ordre normal devrait revenir normalement en mars 2024. Idem pour le Burkina qui est en transition, idem pour la Guinée qui est en transition, mais on ne saurait tolérer dans cette longue marche de la CEDEAO vers une institutionnalisation, vers une démocratisation, vers la CEDEAO des peuples en espace libre, démocratique, où l'aventure humaine prendrait sa place, où on aura une normalité de niveau international. Parce que je rappelle encore que la CEDEAO est l'un des rares espaces africains où les citoyens peuvent circuler librement et vaquer à leurs occupations. Donc c'est des acquis qui sont précieux et qui sont jalousés d'ailleurs. Donc il ne faudrait pas que la CEDEAO, une seule minute, soit distraite par cette mission qui est de sauver le bien commun, c'est-à-dire la liberté, la démocratie. Monsieur Wade, nous vous remercions pour cette analyse concernant une éventuelle intervention militaire au Niger. Nous avons évalué la question sur combien coûterait la guerre. Merci pour tous ces propos que vous nous avez délivrés dans ce grand débat de Financial Afrique. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Financial Afrique et journaliste. Merci beaucoup Dominique Mabika et à travers vous, je salue l'ensemble des internautes qui nous suivent et on leur demande de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur financialafrique.com.